J'ai fait attention à ne pas spoiler. On a affaire à une poésie qui fait peur. Et c'est ça l'originalité de ce film. C'est un engagement philosophique. Ce film a une dimension beaucoup plus philosophique qu'horrifique. Bonjour mes amis, bienvenue dans Philozoom, la culture au crible de la philosophie et vice-versa. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu récemment, His House de Rémi Wiekes, un film catalogué film d'horreur, mais qui est beaucoup plus complexe que cela, par les thèmes qu'il met en valeur, les thèmes des réfugiés, du racisme, de l'adaptation à un nouveau pays, de l'exil, des mythologies, de la psychologie, du socle culturel qui fait que nous avons une appréhension du monde différente, ce que j'appelle aussi le logobiote, notre jungle intellectuelle, notre jungle culturelle en nous. C'est ça qui m'intéresse dans ce film. On est beaucoup plus en présence d'un film psychologique et je dirais presque ethno-psychologique qu'un film véritablement d'horreur. Est-ce qu'on a affaire à une réflexion très poétique sur un logiciel culturel qui n'est pas le nôtre, le logiciel religieux et culturel d'Inca, du nom de l'ethnie dont sont tirés les personnages principaux. Voilà, ces questions, on va les aborder. À la fin de ce Philozoom, vous verrez quel philosophe ou quel intellectuel pourrait entrer en résonance très forte avec ce film pour lui donner une profondeur et nous donner à nous, spectateurs, une profondeur d'interprétation supérieure. C'est parti. Lorsque nous nous livrons à un kinophilo, c'est-à-dire un philozoom consacré à une œuvre audiovisuelle, nous commençons traditionnellement par la note. Elle s'affiche, elle est argumentée, 1,75 sur 5. Il s'agit d'un film dérangeant, qui ne va pas plaire à tout le monde, qui est à la fois qui a des parties de prix extrêmement poétiques, qui ne dit pas tout du fond duquel il tire sa forme. Donc 1,75 certes, mais nous devons aller plus loin, bien sûr. Alors le pitch est assez simple. Un couple sud-soudanais et leur fille vont fuir la guerre civile qui ravage le Sud-Soudan, traverser les terres, traverser la mer, pour arriver en Angleterre, mais dans la traversée de la mer, la fille va périr. Donc ils arrivent à Londres, ils vont se voir accueillir par les services sociaux, et puis on va leur donner une maison pour qu'ils puissent s'adapter, en vérifiant bien s'ils arrivent à s'adapter. C'est un des grands thèmes du film, la capacité ou non de s'adapter à une autre culture, à d'autres mœurs. Ils sont en deuil de cette fille, et ils vont être hantés dans cette maison par des forces obscures, voilà, mystérieuses, et donc c'est un combat que l'on retrouve un peu classiquement dans tous les films de maisons hantées de type Amityville, La Maison du Diable et bien d'autres. J'utilise le code Matt-Caliné pour apporter plus de précision à ma critique. Vous pouvez bien sûr vous y initier en appuyant sur la description dans cette vidéo. Il est question d'un lien indestructible avec la vie d'avant. C'est un lien que l'on retrouve dans les exils en général, non seulement une nostalgie de la vie d'avant, une impossibilité de comprendre le nouveau monde qui s'ouvre à nous, le monde occidental en l'occurrence, l'Angleterre, Londres, mais aussi des démons qui nous ont accompagnés dans notre périple, évidemment, notamment le démon de la culpabilité, le démon de la soumission à tout un folklore, on pourrait dire d'un point de vue occidental, mais en fait on peut dire d'une religion animiste extrêmement complexe, la religion des Dinka. On est dans quelque chose de presque naïf si on veut prendre ce film comme un film d'horreur. On trouve que les ressorts, les jumpscares sont un peu naïfs, ils sont poétiques plutôt. On a affaire à une poésie qui fait peur. Et c'est ça l'originalité de ce film. La peur, bien sûr, est question de peur de mourir, certes, pas tellement finalement dans ce film. La peur d'être tranché par du couteau, on va le voir, mais la peur, c'est surtout une poésie sombre, une poésie de fin du monde, une poésie qui exige les sacrifices des vivants pour faire renaître les morts. Ce couple est complètement lié à des forces de là d'où ils viennent. Ils ne sont pas libres, ils sont proprement hantés. Les acteurs sont vraiment formidables. L'homme qui joue le rôle de Bol, Chokpe Dirisu, est un comédien absolument hors pair, shakespearien, capable de 1000 nuances,
d'à la fois cette candeur de dire il y a une nouvelle vie qui arrive et on va faire notre possible pour nous adapter. Il va chanter des hymnes sportifs dans les pubs anglais alors qu'il n'y connaît rien. Il va essayer d'être gentil avec les gens, voilà, en répétant nous sommes des gens bien. C'est très important cette phrase qui revient, c'est une sorte comme ça de hantise. Hein. Nous sommes des gens bien, nous sommes du côté du bien, comme pour s'auto-persuader qu'ils le sont. Et puis la comédienne qui joue le rôle de Rial, Wunmi Mosaku, extraordinaire dans sa fermeture, dans sa non-volonté de se mélanger aux autres. Elle est grosse de tout un monde douloureux. On sent la douleur dans ses corps, on sent cette guerre civile qui ravage le Soudan depuis les années 80. Je rappelle que les Dinka font partie de ces peuples animistes, chrétiens, mais surtout animistes qui résistent à l'islamisation du Sud-Soudan et c'était une vraie hécatombe, cette guerre civile fait rage. Le prénom du personnage principal, Bol, fait évidemment penser à Manoute Bol, qui est le premier Soudanais à jouer à la NBA dans les années 80-90 et qui d'ailleurs avait sensibilisé le monde sur la cause des Dinka, sur la cause de son peuple. Il s'agit de l'après-coup. Oui, dans les années 80-90, le monde, en tout cas anglophone, a été sensibilisé à la cause des Dinka et de ce qui se passait là-bas comme atrocité. Eh bien, le prochain coup, c'est His House. Comment ceux qui ont réussi à fuir les atrocités s'en sortent, notamment psychologiquement. Ce film est passionnant à lire si on met les lunettes de l'adaptation à une nouvelle société et de la hantise des démons de la société que l'on veut quitter. C'est tellement difficile de quitter une société dans sa tête. Physiquement, encore, on peut y arriver. Il y a les passeurs, il y a les noyades, mais certains y arrivent. Mais c'est pas parce que vous habitez un nouveau pays que vous l'habitez dans votre chair et dans votre esprit. Et ce film nous raconte ça. Ce n'est pas un film d'horreur. On a affaire à du film psychologique, certes horrifique, mais aussi onirique. Et ça, c'est vraiment voulu par la mise en scène, splendide, efficace, qui fait le job. Et cet entre-deux entre le rêve et puis l'horreur, eh bien, fait qu'on ne peut pas avoir vraiment peur lorsque des choses horribles apparaissent à l'écran, parce qu'on voit toujours ces choses comme des métaphores d'un drame intérieur qui déchire les protagonistes. Et voilà pourquoi il faut vraiment mettre les lunettes du film psychosocial, du film ethno-psychiatrique. Voilà, il faut relire Georges Devereux peut-être. Ce n'est pas l'auteur que je vous conseillerais à la fin de ce Philozoom, mais c'est quand même le père fondateur de l'ethnopsychiatrie et qui nous montre qu'on ne peut comprendre les problèmes mentaux des individus que pris dans la toile de pratiques sociales et d'une culture sociale. Vouloir analyser et diagnostiquer la psychiatrie lorsqu'on a affaire à d'autres logiciels que le logiciel occidental est vain. Il faut s'aider de l'anthropologie, il faut s'aider des mythes et des coutumes, il faut écouter les patients dans leurs croyances les plus profondes. On a aussi des travaux assez intéressants avec Toby Nathan. Je vous renvoie à un de ses livres, Le sperme du diable, voilà, qui montre bien comment le démon eh bien dépend d'un socle culturel et d'habitudes très concrètes. Ce n'est pas simplement de la mythologie déconnectée des pratiques réelles et des croyances partagées par un groupe. Et puis Rial, le prénom de la femme, nous renvoie au mot espagnol real, voilà, nous renvoie à la monnaie de beaucoup de pays musulmans. On pense à l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Qatar, et donc ça c'est pas innocent. Rial vient d'ailleurs de real, réel en espagnol. L'Espagne n'est pas innocente dans cette série, elle est là, elle est présente, notamment par le compositeur, j'en parlerai plus tard, mais également par celui qui incarne le zombie, qui est espagnol et qui joue spécialisé dans les films de zombies. Et donc, il y a eu des discussions, il y a des choses, moi, qui résonnent. Logobiotiquement, on peut dire, Rial, c'est à la fois le réel et c'est un réel fait par les autres. C'est un réel que l'on refuse, parce que peut-être connoté par l'islam. Voilà, c'est toute une problématique Dinka. Chez les Dinka, il n'y a que 5% de musulmans, ce qui est quand même rare dans les pays où l'islamisation est très forte. Hein, je rappelle qu'au Sénégal, on dépasse les 95% par exemple, ou au Mali. Donc Rial me fait, alors c'est peut-être tout simplement un prénom très courant Dinka, ça je peux pas vous le dire, mais par contre ça résonne. Il y a une résonance logobiotique intéressante, je voulais vous en faire part.
prenez ça comme quelque chose de fantaisiste de ma part. Bol d'un côté, qui nous renvoie à un athlète qui a fait parler de la cause des Dinka et qui s'appelle Bol, et Rial qui nous renvoie à un monde où l'argent et l'islam font bon ménage, on va dire, et donc une problématique Dinka de rejet. Les Dinkas, c'est des pasteurs animistes qui sont belliqueux, qui sont fiers et qui ne veulent pas du tout se soumettre à des influences extérieures. Et c'est toute la problématique de la guerre civile au Sud-Soudan. Et donc ce lien avec ce que l'on quitte est extrêmement fort et c'est presque ce qui va polariser les personnages. Ils vont être totalement tournés vers leur monde passé, le monde qu'ils quittent, et ils vont devoir peut-être trouver une solution pour s'en affranchir. En l'état, la liberté, tant que ce lien demeure, est totalement impossible. Et pourtant, il y a un vrai désir de liberté, un désir de libération, et c'est à ça que nous assistons dans His House. C'est comment se libère-t-on des démons du passé qui ont fait notre culture, qui ont imprégné notre langue maternelle et qui font aussi le rapport entre les deux protagonistes, qui sont les deux d'ethnie Dinka et qui d'ailleurs parlent en Dinka, même si le mari n'a pas du tout envie, il a envie de tourner une page, d'aborder une page blanche, et évidemment le passé est là, et quand les émotions sont là, quand les mythes ressurgissent, eh ben, c'est la langue maternelle qui ressurgit également. Un peu de magie, je crée la journée. Plouf! Eh oui, c'est la journée. C'est un philozoom un peu magique, normal avec ce thème. Je tiens à préciser pour le désir de liberté qu'il s'agit d'un désir de voyage inverse. Actam, c'est le voyage inverse dans le code Matkaliné. C'est un voyage qui nous renvoie à cette obsession du lien des origines, à ce cordon qui relie l'esprit des personnages à leur patrie d'origine, à leur socle culturel. Et donc c'est pas du tout un désir de liberté de gambader librement en Angleterre ou dans le monde. Il s'agit d'un désir de se libérer en s'emprisonnant au pays natal. Il est beaucoup question dans His House du retour. À un moment, Rial veut vraiment retourner. Il y a un très beau plan d'ailleurs où on la voit s'échapper de la maison et puis tout d'un coup, en quelques pas, elle se retrouve en Afrique, au Soudan, dans un cercle, on va dire, dans un cercle villageois. Et c'est une séquence dreamlike, pseudonyrique, extrêmement forte. C'est à la fois un voyage mental et à la fois c'est physique, et du coup ça crée cette dimension poétique. On a aussi de très belles dimensions poétiques, par exemple un plan qui est peut-être le plus poétique de tous dans His House, lorsque Bol déjeune et que en fait le pan de mur qui signifie sa maison avec un néon, eh bien s'éloigne, on est encore sur les flots, il est encore en partance, il est encore dans l'entre-deux. Voilà. Mais on sait qu'il retourne, c'est cette obsession du retour au pays natal, écrivait le poète Césaire. Eh bien là, on a affaire à un retour quasiment contraint et un désir de retour. C'est dans cette entre-deux que se bataillent les personnages. C'est une lecture très profonde, c'est quasiment intellectuel, voire intellectualiste, c'est-à-dire que c'est un engagement philosophique. Ce film a une dimension beaucoup plus philosophique qu'horrifique, beaucoup plus poétique que, je dirais, social. C'est pas du Ken Loach, même si ça en a un peu l'aspect et la saveur. On est vraiment dans une méditation poético-philosophique, et quand on prend ce film comme ça devient vraiment intéressant. Allez, c'est reparti pour la nuit. Actam. Nous assistons donc dans His House à un enfermement. C'est assez classique dans les films de maison hantée. Je pense à Evil Dead 2, un chef-d'œuvre absolu. C'est rendu par une réalisation qui joue sur des choses évidemment très graphiques, des carrés dans des rectangles. Ce sont des tableaux, c'est minéral presque. Ils arrivent à rendre l'horreur minérale, froide comme du lichen sur la plage. C'est extrêmement beau, épuré, un peu trop même. C'est trop propre pour être honnête, et c'est pour ça que je vous dis, on a affaire à de l'onirique poétique, horrifique, et non pas un film d'horreur. La poésie est là, elle s'invite à chaque plan, et donc c'est aussi un spectacle pour les yeux, même si on filme une cloison défoncée, on filme une part de pizza, ou on filme une banlieue pauvre de Londres. Eh bien, on a affaire à de l'esthétisation à tous les étages, sans parler de scènes réellement oniriques,
qui nous font rêver, et c'est à la fois vrai et à la fois faux. Dans notre laboratoire du rêve, cette épopée de 26 philo live consacrée au rêve et notamment au rêve lucide, nous analysons le fait qu'on puisse rêver en sachant que nous sommes en train de rêver, ce qui s'appelle le rêve lucide. Et bien là, avec His House, on croit que l'on rêve, mais on sait que l'on ne rêve pas. C'est presque l'inverse du rêve lucide. Je ne rêve pas, je le sais, et pourtant je suis dans un rêve. C'est ce que j'appelle le pseudonyrisme. Pardonnez ce néologisme. Le pseudonyrisme, eh bien, c'est cette impression de rêve alors que ce n'est pas un rêve. Cet entre-deux entre la réalité et le rêve, non pas du point de vue des technologies et du virtuel, ça s'appelle la transréalité, mais du point de vue de la fiction, de l'imagination. On peut rendre le mot pseudonyrisme par l'expression anglaise dreamlike, comme un rêve. Au fond d'eux-mêmes, les personnages savent qu'ils sont dans un mensonge. Je ne spoilerai pas, mais il y a un masque, à la fois le masque de la religion d'Inca, ce qui permet des identités nombreuses, ce qui permet un travestissement de la réalité, mais aussi une simulation du réel et à la fois une dissimulation, le masque qui cache et le masque qui ment. Tout ça, c'est enfoui au plus profond de la conscience des personnages qui veulent à tout prix être des gens bien et qui n'y arrivent pas. Bien sûr, dans le genre horrifique, on a forcément de la menace à tous les étages. En l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que la menace, elle arrive évidemment entre les deux protagonistes principaux, qui vont être dangereux l'un pour l'autre. Je ne veux pas spoiler, mais voilà, on sent une problématique de territoire. Cette femme qui veut retourner là-bas, retourner au Soudan. Cet homme qui veut absolument rester et effacer le passé. Voilà, il y a un combat de fauves qui a lieu. Très belle scène où on se rend compte que le racisme, loin de venir des Blancs à l'encontre de notre couple noir, vient des jeunes Anglais qui sont noirs et qui évidemment ont un racisme anti-africain et non pas anti-noir. On n'est pas dans la négrophobie, on est dans l'africanophobie. Voilà, et ça c'est évidemment très intéressant. On s'y attendait pas, c'est très bien mis en scène. Je tiens à préciser que les scènes africaines sont hyper réalistes et les scènes d'interaction sociale sont très bien faites. Il y a une justesse de ton et une retenue dans le ton, ce qui fait que la réalisation est propre et cohérente. Alors, il est question, bien sûr, de scarification. Ce n'est pas un cliché, les Dinka pratiquent ces scarifications rituelles. Voilà, une explication un peu poétique et étrange, comme si on voulait contourner la politique. Le problème sud-soudanais, il est aussi politique, religieux et politique, bien sûr, question de pouvoir. Eh bien, l'explication faite par Rial, c'est la guerre entre tribus. Voilà, des tribus se font la guerre, on pense aux Nouers, on pense aux Dinka, voilà, c'est un peu caricatural, c'est pour éluder le problème politique. Ça, c'est pour moi une petite critique. J'aurais aimé, mais c'est personnel, que ce film nous montre un tout petit peu plus pourquoi on fuit un pays. Voilà, on voit des militaires, on voit que ça tire dans la foule vaguement, on devine. Mais là, si à partir du moment où on sait qu'ils appartiennent à l'ethnie Dinka, on aurait aimé voir un peu cet univers se déployer. Et les bovins Dinka de race abigare, ces vaches africaines avec des cornes immenses, c'est absolument absent et c'est obsédant pour les Dinka. Le bétail participe au mariage, le bétail participe à la vie pastorale, tout est organisé autour du bétail. Voilà, donc cette mythologie-là, on aurait aimé qu'elle affleure. Les problématiques de l'islam ne sont pas du tout abordées. On ne sait pas qui tue qui. Du coup, l'idée de la guerre entre tribus, on a l'impression vraiment de s'adresser à un public occidental qui n'en a rien à faire et que ça n'intéresse pas. Alors, pour un film d'horreur, ce serait formidable, mais comme il ne s'agit pas d'un film d'horreur, mais d'un film horrifique d'ethnopsychologie, eh bien, là, ça aurait été fondamental de nous en dire plus sur le pourquoi on quitte un pays, le pourquoi il y a la guerre civile. Quelques mots de plus, pas une longue dissertation, mais ça me semblait totalement nécessaire et c'est très décevant qu'on ne profite pas d'un film qui vise un public un peu large pour apprendre un tout petit peu sur ce qui se passe au Sud-Soudan depuis plus de 30 ans. J'ai parlé de ce désir de liberté qui est aussi un désir de partir, de ne surtout pas se fixer. Nous avons affaire à des Dinka. Il faut penser
que c'est une société qui se déplace en fonction des pâturages. Et donc, on n'est pas du tout dans quelque chose de sédentaire. Or, His House, le titre même de ce film, His House, c'est la maison de l'homme, Bol, c'est His House, et puis on peut y voir des connotations religieuses, la maison de Dieu. Eh bien, His House, c'est justement la sédentarisation. Et j'aurais aimé voir cette dialectique affleurée de personnes qui non seulement viennent d'un peuple où le mouvement est possible, les horizons sont dégagés, mais aussi qui a dû traverser l'espace pour arriver à Londres. Et tout d'un coup, terré dans une maison, on sent pas tellement la frustration, on sent pas tellement la problématique de ce changement de régime spatial existentiel. Chose cocasse, lorsque les trois jeunes vont se moquer de façon un peu raciste sur notre héroïne africaine, elle est en train de chercher Church Street, la rue de l'église. C'est des indices que met le réalisateur pour nous orienter sur l'idée que tout le problème repose sur les croyances et sur ce socle religieux qui est quand même certes pointé malicieusement, mais qui n'est pas abordé de façon frontale. Jamais c'est abordé de façon frontale, alors que leur hantise relève de ce problème-là. Et donc là aussi, il nous manque des briques, il nous manque des pièces de puzzle. Nous avons une catastrophe parce que pays en guerre, tout s'effondre, les repères s'effondrent. À la fois, c'est la perte du pays natal, à la fois, c'est la perte de cette jeune fille, à la fois c'est la perte d'une religion, d'une culture, c'est la perte de ce qui a été fondateur pour nous. Ce n'est pas parce qu'on se met à l'abri dans un autre pays que la tempête a cessé. Il faut peut-être vouloir encore la tempête pour boucler la tempête, pour en finir avec la tempête et espérer peut-être un jour l'éclaircie. Une tempête est faite à moitié lorsqu'on se contente juste d'arriver. Il faut aussi vivre sur place et donc se dépouiller de certaines choses nauséeuses, nocives, toxiques qui nous encombrent. Et ça, c'est assez bien rendu, mais très subtilement, peut-être trop subtilement. C'est la critique principale que je fais à ce film. Ce qui aurait pu être un chef-d'œuvre, c'est qu'on veut être trop subtil parce qu'on a peur d'ennuyer l'occidental qui va regarder, alors qu'on aurait aimé avoir plus de ficelles pour comprendre ce que je vous raconte là, c'est-à-dire les enjeux religieux, les enjeux de croyance, les enjeux ethnopsychiatriques qu'il y a derrière cette fiction. Fiction d'ailleurs dont les scénaristes sont à la fois une journaliste et à la fois un romancier qui est critique d'ailleurs, qui critique les autres scénarios, donc spécialiste du scénario, mais l'apport journalistique me semble très intéressant. Il y a aussi toute une littérature qui a été évidemment lue, on le sent dans les références, mais c'est trop subtil. Si vous voulez, ça donne une fiction où il y a deux niveaux de lecture. Le niveau du film d'horreur où on capte pas grand-chose, mais on trouve ça bien, mais c'est sympa et voilà, ça fait bondir et waouh, ça va mieux. Et puis un niveau extrêmement profond, psychologique, religieux, sociologique, ethnopsychiatrique. Et ça, je pense qu'on aurait pu le mettre beaucoup plus en valeur. J'aurais rêvé qu'un spectateur de 18 ans puisse accéder à cette vision des croyances et des religions autres qui font qu'on peut être hanté par un monde de croyances qui n'est pas le monde du pays que l'on décide d'adopter. Il est question bien sûr d'une énergie d'autorité. Comment asseoir une autorité dans l'espace que l'on doit habiter lorsque les démons de l'extérieur nous assaillent et lorsque les démons du passé nous assaillent. Comment se dire c'est ma maison, voilà, je vais peindre les murs en rouge parce que le sang a coulé, ce que dit d'ailleurs Rial, et donc asseoir son autorité, asseoir son règne, son royaume dans une maison qui devient vraiment nôtre. Au début, bien sûr, ils sont tellement redevables, nos personnages, qu'ils ne peuvent que dire merci et accepter cette maison un peu pourrie mais grande qu'on leur donne. Et tout le travail va être de se l'approprier, être propriétaire de sa nouvelle vie, être propriétaire de son présent, être propriétaire de son avenir. C'est tous ces enjeux-là qui sont subtilement esquissés, jamais véritablement déployés. Et puis on va très vite de c'est ma maison à c'est notre maison, hein, à l'accueil. L'aventure de ce film, c'est une aventure d'accueil.
où ils vont pouvoir peut-être fonder une famille, où ils vont pouvoir peut-être accueillir, pratiquer l'hospitalité très 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 importante en Afrique en général. Hein. Dans les peuples nomades, l'hospitalité est une valeur qui a dû être ritualisée à bien des égards. Cette possibilité d'avoir son nid à soi, son jardin à soi, cette possibilité de se dire on a une base où on pourra s'ouvrir au monde extérieur plutôt que de se renfermer entre nos quatre murs. Et donc le paradoxe, on le voit très bien, on a affaire à quatre murs qui sont enfermants et qui vont broyer les personnages avec des démons dedans, et puis on a affaire à l'incompatible de ça, c'est-à-dire une ouverture accueillante. C'est toute la dialectique de His House. C'est la journée, je peux contrôler ça, je me découvre des pouvoirs magiques. Parlons un peu de la musique. Roque Baños. Il a composé la bande originale de pas mal de films de réalisateurs espagnols, Carlos Saura, Alex de la Iglesia ou Santiago Segura. Je vous recommande notamment, si vous aimez un peu la musique contemporaine dans le cinéma, à la fois néoclassique, mais aussi très lyrique, avec des jeux modaux subtils et une orchestration toujours bien pesée. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui est excessivement doué sur l'économie des moyens. Je vous recommande de Spike Lee, Old Boy, la bande originale est magnifique. Et puis, Au cœur de l'océan de Ron Howard, magnifique aussi orchestration. Pour His House, Roque Baños nous fait vraiment la totale de la musique contemporaine. Le côté horrifique du film prédispose à des dissonances, à des tritons, à des chromatismes. C'est extrêmement tendu, des pizzicati de ci de là, des glissandi. Enfin, c'est vraiment la totale avec beaucoup de bruit et des voix trafiquées électroniquement, voilà, qui nous évoquent un peu le souffle des esprits, la possession passant par la parole. Voilà. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'Afrique dans tout ça. Alors parfois il y a un instrument comme de la kora ou certaines percussions qui renvoient à l'Afrique, mais il y a un petit côté exotique, notamment dans l'utilisation des flûtes, qui sont des flûtes beaucoup plus, je dirais, indiennes. Voilà, on est plus dans la jungle indienne qu'en Afrique réellement. On est dans un climat un peu classique de film d'horreur occidental. On aurait aimé une bande originale d'un film horrifique africain. Voilà, rien que de dire ça, ça me donne plein d'idées. Bon, j'ai un peu l'esprit déformé, vous le savez bien, puisque je compose également pour orchestre et pour des films. Donc là, forcément, il a eu de Rémi Wiquez ces instructions-là, voilà, de pas trop africaniser la musique. Ça peut se comprendre parce qu'il s'agit de s'adapter au monde occidental de la part des deux protagonistes, mais on sent pas non plus quelque chose de typiquement anglais. Donc ce jeu d'adaptation, d'acculturation, de jouer le jeu des mœurs, des coutumes et de la culture du pays hôte et d'oublier un peu le pays d'où l'on vient, ça se sent pas du tout dans la musique. On insiste beaucoup plus sur le côté magique, effrayant. Il y a très peu de thèmes. On sort pas de là avec un thème comme pour Le Silence des agneaux ou d'autres films comme ça. Les tensions, en fait, sont très vite résolues. Ça monte un peu et tout de suite, il y a une sorte de climax qui est atteint. Et donc, il n'y a pas ces tensions-là. Par contre, un usage diabolique du silence. C'est-à-dire la musique nous accompagne et ça c'est vraiment la réalisation. Tout d'un coup il y a un silence où le moindre bruit, la moindre tasse que l'on pose sur la table, eh bien résonne. Tout un travail de résonance des bruits du quotidien qui est extrêmement bien fait et qui crée un vrai climat, une vraie atmosphère. Faisons la lumière sur le philosophe, l'intellectuel, le penseur qui pourrait inspirer le spectateur de His House, le réalisateur de His House, celui qui entre en résonance. Il y a un ouvrage absolument fondamental dans l'anthropologie, écrit par l'anthropologue anglais Godfrey Linnart en 1961, Divinité et expérience, la religion des Dinka. Je l'ai lu en anglais il y a longtemps, je ne sais pas s'il est traduit depuis en français. Bien sûr, un nombre considérable d'anthropologues, d'ethnologues, je vous ai cité Georges Devereux, on pourrait citer Philippe Descola, bien sûr, qui s'intéresse aux sociétés classées par lui comme étant animistes. Et puis mon cher et regretté ami Alain Testard. Alain Testard parlait de l'anthropologie. Je peux pas m'empêcher de vous le citer, même si c'est pas l'intellectuel que je verrais raisonner au mieux avec His House.
La problématique est simple, les peuples étudiés par les anthropologues sont en train de disparaître. Je vous lis Alain Testard. Les raisons de cette crise sont connues, la destruction des sociétés primitives due à la colonisation et l'introduction des rapports commerciaux, monétaires et capitalistes dans ces sociétés, sinon l'extermination pure et simple de peuples entiers. Évidemment, ça résonne avec les Dinka du Sud-Soudan. Je le cite toujours, le projet même d'une science générale de la société, projet qui, on ne le soulignera jamais assez, ne peut avoir de sens que s'il prend en compte des sociétés les plus étrangères aux nôtres, ces sociétés autres, entre guillemets, ou encore ces sociétés sauvages, entre guillemets, qui ont toujours constitué, comme en un autre domaine, la folie, un scandale pour les nôtres. Alain Testard plaide pour justement le rapport le plus étranger par rapport à nos points de vue, à nos paradigmes culturels, et donc ne pas faire de l'ethnologie et de l'anthropologie de proximité en démultipliant les disciplines, mais revenir à un projet plus global. Dans ces conditions, conclut Alain Testard, je m'étonne que la direction du CNRS mette en place une politique d'incitation à la recherche qui privilégie l'anthropologie de la France et l'interdisciplinarité. Voilà, c'est intéressant, c'est une voix qui résonnait de façon un peu contraire avec les avis généraux de l'époque. L'intellectuel, à mon sens, qui pourrait nourrir au mieux la réflexion à propos de His House, c'est l'ethnologue française Jeanne Favret-Sada, qui a grandi à Tunis, originaire de Sfax, et elle étudie la sorcellerie, l'envoûtement, l'exorcisme. C'est une plume engagée, en plus d'être une ethnologue. Elle est très proche de la revue Pro-Choix, elle étudie les sujets contemporains, notamment la notion de fatwa, de blasphème. Elle a fait un très beau livre sur les dessins qui peuvent faire des crises mondiales, et elle l'a mise à jour avec les massacres de Charlie Hebdo en 2015. Elle a parlé bien sûr de Salman Rushdie et puis des fatwas qui sont à son encontre. Voilà, elle est engagée dans l'époque, mais en 1977, elle écrit un classique de l'ethnologie française, Les mots, la mort, l'essor, où elle explique le rôle principal de la parole, parole source de pouvoir et non plus source de savoir lorsqu'il s'agit de sorcellerie. Elle s'est intéressée depuis à l'ethnologie des thérapies, comme elle l'appelle, avec en 1981 chez Gallimard, Corps pour corps, un titre qui résonne vraiment avec His House, et puis en 2009 aux éditions de l'Olivier, Désorcelé, où elle reformule des articles écrits pendant les années 80, c'est absolument passionnant. Jeanne Favret-Sada s'intéresse à cette notion d'affect, être affecté, être infecté, être possédé, voilà, cette émotion qui crée la magie. Je vous renvoie aussi, si vous voulez des choses assez actuelles, à son livre « Comment produire une crise mondiale avec 12 petits dessins », un livre qu'elle réédite en 2015 après le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo. Elle analyse la séquence qui va de l'affaire Rushdie, 1988, jusqu'à 2015. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Regardez donc His House avec ses clés de lecture. J'ai fait attention à ne pas spoiler, et donc voilà, vous pourrez découvrir. Il y a un twist très intéressant dans le film. La note est sévère parce que tout le fond que j'essaie de mettre à jour, eh bien, il n'est que simplement esquissé, et donc il faut déjà avoir des clés de lecture très fortes pour pouvoir appréhender la profondeur de ce film. Alain Badiou, en parlant du cinéma, parle d'un art de masse. Je dirais, moi, qu'il s'agit même d'un élitisme de masse. Élitisme de masse parce que n'importe qui peut se sentir totalement concerné par une fiction audiovisuelle et devenir le spécialiste de cette fiction. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de youtubeurs cinéma qui n'ont pas forcément les diplômes et, je dirais, la légitimité universitaire pour parler, et qui parlent et qui produisent des contenus extrêmement intéressant. Voilà, élitisme de masse, et c'est ce que nous faisons avec Kinophilo, cette playlist dans Philozoom. Je veux montrer que nous sommes tous des spécialistes, nous faisons tous partie de l'élite dès que nous nous intéressons en profondeur aux résonances culturelles d'une fiction audiovisuelle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un pouce bleu, vous commentez cette vidéo, très important, et puis vous la partagez sur vos réseaux. Vous pouvez également vous abonner et sonner la cloche pour recevoir les notifications, et vous pouvez bien sûr devenir membre de la chaîne, me soutenir tous les mois pour profiter de contenus exclusifs et de vidéos en avant-première. Je vous remercie, philosophez bien les amis.